Donc, nous allons poursuivre avec Laura Atran-Frasco. Alors, bienvenue à notre conférencière dans le cadre de cette université d'été et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, Laura est titulaire d'un doctorat en sociologie en co-tutelle avec deux universités, ce qui est intéressant, la Sorbonne Nouvelle et l'Université de Louisiane, où elle est maintenant professeure. Donc, je lui souhaite la bienvenue ici à Ottawa et je suis très, très contente qu'elle ait accepté cette invitation de venir partager avec nous sur la question de l'intégration de la francophonie dans le contexte louisianais. Donc, je vais la laisser d'emblée se présenter et déjà entamer le début de sa présentation. Simplement pour vous dire que Laura va accepter des points de clarification pendant la conférence, mais on va se garder quand même à la fin, surtout une bonne demi-heure de débat, d'échange, de questions. Donc, si vous avez des petits points là, à poser, ne vous gênez pas et on va se diriger vers vous avec le micro. Donc, vous aurez juste à lever la main. Merci. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et oui, donc si on pouvait faire en sorte, effectivement, on va faire plus de questions vers la fin, mais n'hésitez pas à poser des questions. J'ai vraiment envie que ce soit plus un échange, un dialogue, des interactions. Et si je ne vous vois pas d'emblée, insistez. D'accord ? Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Laura Atran-Frasco. Voilà, et je viens vous parler donc aujourd'hui de l'intégration de la francophonie louisianaise au monde francophone et de quelle façon l'identité linguistique et culturelle de cette Louisiane francophone peut constituer pour cet État une source de développement économique. Donc pour ceux déjà, qui est allé en Louisiane parmi vous? Bon, c'est bien. Mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Louisiane, je vais rappeler d'abord rapidement d'où viennent les Cadiens de Louisiane. Donc, dans les toutes premières années du XVIIe siècle, c'est-à-dire un siècle seulement après la découverte du Nouveau Monde, quelques nobles, militaires et artisans venus de France accostent dans la province acadienne actuelle de Nouvelle-Écosse, à laquelle ils donnent le nom d'Acadie. Dans les premiers temps, ces colons français et les colons anglais qui s'installent également dans la région coexistent. Puis la France et l'Angleterre, parce qu'elles se font la guerre en Europe, à 4 reprises, entre 1689 et 1763, s'affrontent aussi, durant les mêmes périodes, sur leurs terres coloniales d'Amérique du Nord. Entre 1755 et 1763, quand les Anglais sont finalement vainqueurs des Français, ils expulsent de ces terres la plupart des Acadiens, une population qui compte alors environ 14 000 habitants. Les uns sont déportés vers les 13 colonies qui vont bientôt devenir les États-Unis d'Amérique, d'autres vers l'Angleterre, d'autres encore vers la France. On estime qu'entre 8 et 10 000 Acadiens ont été déportés lors de cet événement, connu aujourd'hui sous le nom de Grand Dérangement, un événement qui occupe une place très importante dans la mémoire et dans l'histoire acadienne. Une partie de ces déportés acadiens vont finalement arriver en Louisiane à partir de 1765, et on s'apprête d'ailleurs, j'en redirai un mot tout à l'heure, à fêter en octobre prochain le 250e anniversaire de cette arrivée des premiers Acadiens en Louisiane. Aujourd'hui encore, la Louisiane conserve un lien, une connexion très forte avec l'Acadie. Progressivement, après leur arrivée en Louisiane, les Acadiens vont devenir les Cadiens, Cajuns en anglais, et donc le A a progressivement disparu. On désigne aussi souvent la Louisiane comme l'Acadie tropicale. Quant à la région du sud-est de cet État, qui est la plus francophone, et que vous voyez sur la carte en rouge, elle porte le nom d'Acadiana, qui est donc un mélange des mots Acadia et Louisiana. Parce que cette région a la forme d'un triangle, l'Acadiana est aussi appelée le triangle francophone de Louisiane. Et vous voyez d'ailleurs ici que le drapeau de l'Acadiana, cette région donc particulièrement francophone, ça va, du sud-est de la Louisiane, s'inspire beaucoup du drapeau acadien, lequel est lui-même bien sûr directement inspiré du drapeau français, bleu, blanc, rouge, avec une étoile jaune. Mais il existe une différence fondamentale entre la francophonie en Acadie, et plus généralement au Canada, et la francophonie aux États-Unis. Puisque le Canada, à vos souhaits,
est un pays officiellement bilingue. Je suis multifonction. Donc, sa loi sur les langues officielles dit que le gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement. Aux États-Unis, la situation est tout à fait différente puisque le gouvernement fédéral, on en parlait tout à l'heure, ne reconnaît pas de langue officielle. La langue française est donc aujourd'hui officiellement et institutionnellement plus protégée au Canada qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, jusqu'aux années 1950, la langue française était en Louisiane une langue discriminée, une langue stigmatisée. Il faut replacer ce fait dans l'histoire même des États-Unis, où, depuis le début du XIXe siècle, le Official English Movement prônait justement l'usage du seul anglais comme langue officielle des États-Unis. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de référendums et de lois qui essayent de faire ça au niveau fédéral et par État. Au début du XXe siècle, le président Theodore Roosevelt défend fortement ce Official English Movement. Il le défend d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, puisque en 1919, quelques jours seulement avant sa mort, il était très dédié à cette cause, il écrit « We have room but for one language here, and that is the English language, for we intend to see that the crucible turns our people out as Americans, of American nationality, and not as dwellers in a polyglot boarding house. » Très sympathique. Ce qu'on peut traduire par « Nous n'avons de place ici que pour une langue, et c'est la langue anglaise, parce que nous voulons que le Creuset fasse de notre peuple des Américains, de nationalité américaine, et non les habitants d'une pension polyglotte. » En Louisiane même, la Constitution de 1921 interdit l'usage de toute autre langue que l'anglais comme langue d'instruction dans les écoles publiques. Et désormais, les enfants francophones sont punis et sont humiliés s'ils parlent leur langue dans leur établissement scolaire. Ainsi, ils doivent écrire des centaines de lignes promettant qu'ils ne parleront plus le français à l'école. Ils sont forcés à s'agenouiller sur des grains de riz dur. Et, pompon, ceux qui ne savent pas demander en anglais à sortir de la classe pour aller aux toilettes sont contraints d'uriner dans leurs pantalons. Ouais. Ces enfants ont donc bien souvent grandi en associant leur première langue, la langue française, à une humiliation et à un sentiment de honte. Ceci explique que la plupart d'entre eux, une fois devenus adultes et parents à leur tour, ont décidé de ne pas transmettre le français à leurs enfants pour leur éviter d'avoir à subir l'humiliation qu'eux-mêmes avaient subie quand ils étaient jeunes et pour leur assurer une meilleure insertion dans la société américaine anglophone dominante. Bien évidemment, comme ils n'ont pas transmis la langue française à la génération suivante, l'usage de cette langue n'a pas cessé de diminuer, de décliner au cours du XXe siècle. Par la suite, la situation politique a évolué et comme dans bien d'autres pays, 1968 a été une année de changement aux États-Unis. En Louisiane, cette année a été déterminante parce qu'elle a marqué le début d'un véritable mouvement de revitalisation linguistique. C'est donc en 1968 qu'a été fondé le Conseil pour le développement du français en Louisiane, qu'on a aussi évoqué brièvement tout à l'heure, en abrégé le CODOFIL. Cette même année, le français redevient une langue administrative. Et, en 1968 toujours, le français est de nouveau enseigné à l'école. Mais ces importants changements administratifs et politiques n'ont pas eu d'impact direct sur la situation sociodémographique et n'ont pas empêché une diminution constante du nombre de locuteurs de français. Oui. Bonjour, vous dites une langue administrative. Attendez, dites votre prénom et attendez le micro, d'accord? Bonjour, Philippe Orphalie. Bonjour. Vous parlez d'une langue administrative. Est-ce que vous voulez dire que c'est utilisé au sein de l'administration de l'État? Oui, c'est légalement, parce qu'on dit d'habitude que la Louisiane est redevenue bilingue. C'est plus, dans les textes de loi, il est dit c'est redevenu une langue administrative, donc théoriquement, les lois et les textes administratifs, politiques, législatifs pouvaient être de nouveau rédigés en français.
Mais donc, concrètement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est utilisé? C'est-à-dire que oui, il y a eu des lois qui ont été rédigées en français. On essaye de faire qu'au niveau institutionnel, des textes soient rédigés en français. Mais encore une fois, c'est bien plus théorique. C'est pour ça que je n'ai pas dit est redevenu officiellement bilingue que pratique. Non, de rien. D'autres questions? Allez-y. Hein. Bon, je continue, mais n'hésitez pas. Donc, je disais que voilà, ces changements politiques et législatifs n'ont pas empêché une diminution constante du nombre de locuteurs de français en Louisiane. Et une enquête sociologique avait été réalisée en 1993 dans 33 communautés de l'Acadiana, cette région qui est donc, je vous le rappelle, particulièrement francophone du sud-est de la Louisiane. Cette enquête montrait que 41% des répondants parlaient français, contre 92% de leurs grands-parents et 84% de leurs propres parents. La chute est plus massive encore avec leurs enfants, dont 3 seulement parlaient français. Cette enquête d'il y a 20 ans montre donc clairement comment, en l'espace de 3 générations seulement, le français est passé d'une langue parlée par la quasi-totalité de la population à une langue parlée uniquement par une infime minorité. Cette langue française est donc aujourd'hui dans une situation très minoritaire, très précaire, très vulnérable. Et d'ailleurs, pour la première fois, en 2010, les résultats du Bureau de recensement américain ont montré que les francophones, qui sont ici représentés par la courbe bleue, étaient moins nombreux en Louisiane que les hispanophones, en rouge. Pour freiner cette diminution constante, pour à la fois préserver et développer la langue française et la culture francophone aujourd'hui, la Louisiane dispose d'un moyen en particulier, s'intégrer au reste du monde francophone dans son ensemble. Pourquoi? Parce que la promotion de l'identité linguistique et culturelle spécifique de la Louisiane représente pour cet État un véritable facteur de développement économique. Et on retrouve ici, on va retrouver dans le reste de ma présentation, les arguments qui ont été mentionnés hier par le maire de Québec, Régis Labaume, l'idée que la culture c'est payant. On va aussi retrouver les propos de Zachary Richard qui disait que sans la francophonie internationale, la francophonie louisianaise n'existe pas. Donc vous allez retrouver tout ça aujourd'hui. Une précision importante, j'utilise ici le mot francophonie pour désigner un ensemble linguistique et il est synonyme de monde francophone. Francophonie et monde francophone représentent l'un et l'autre la totalité de ceux qui parlent français dans une perspective inclusive d'expériences communes qui fait appel à l'idée d'une solidarité linguistique intercontinentale. Je reprends donc la question du rapport entre francophonie louisianaise et développement économique. Un rapport tellement important qu'il est défendu, comme on va le voir, à la fois de façon institutionnelle, officielle et par les franco-louisianais eux-mêmes. De quoi s'agit-il exactement? En fait, la francophonie en Louisiane et le développement économique de l'État s'inscrivent dans un système d'influence réciproque. Ce système fonctionne de la façon suivante. Donc, la francophonie louisianaise permet de revendiquer une originalité culturelle, une caractéristique propre à la Louisiane. La revendication de cette originalité va stimuler un développement touristique en Louisiane et donc une véritable source de revenus. Et ce développement touristique, ce capital économique, va lui-même participer directement à la pérennisation de la francophonie en Louisiane. On constate donc une sorte de cercle vertueux qui est bénéfique à la fois pour le fait français en Louisiane et pour la situation économique de l'État. Essentiellement touristique, cette promotion économique s'appuie donc sur un discours qui prône la singularité de l'État. Singularité qui repose elle-même sur sa francophonie, sur sa langue et sa culture unique, clairement distinctes de ce qui existe ailleurs dans le pays. L'intégration au monde francophone passe ainsi par une instrumentalisation de la francophonie louisianaise qui cherche à valoriser ses ressources culturelles. La langue française en Louisiane est donc aujourd'hui revendiquée comme un outil majeur de promotion touristique et culturelle. Je fais ça en petits bullet points pour que vous ayez le temps de remarquer si vous voulez. Une valeur marchande, un atout de marque pour le capital économique de l'État, un produit économique à part entière qui est à la fois rentable, promouvable et exportable,
un argument pour témoigner de la richesse et de la spécificité culturelle de l'État auprès du monde francophone. En résumé, ce que cette langue française de Louisiane vient porter à l'ensemble des ressortissants du monde francophone est un message d'invitation. Ce message est le suivant: vous trouverez chez nous un autre chez vous. Cette approche touristique, vue comme stratégie de développement économique, a des effets très positifs. La plupart des visiteurs internationaux en Louisiane sont en effet originaires de pays ou de régions francophones. Et je vais vous montrer 2 tableaux qui donnent le nombre de visiteurs internationaux selon leur lieu d'origine. Ces tableaux ont été établis à partir de données recueillies auprès de l'Office de tourisme de Louisiane, the Louisiana Office of Tourism, et récoltées en 2014 dans les 13 centres d'accueil de l'État. Donc, ce premier tableau montre un échantillon des différents lieux d'origine de ces visiteurs internationaux à travers la planète. Et donc, j'ai pris vraiment un échantillon intercontinental, donc de l'Afrique du Sud à la Suisse, en passant par l'Australie, l'Espagne, la France, le Mexique et la Russie. Et ce deuxième tableau ne reprend que les 5 lieux principaux d'origine, qui incluent donc, comme vous pouvez le voir, le Canada, la France et le Québec. Important levier économique, donc, cette intégration de la francophonie louisianaise au reste du monde francophone est en même temps pour elle un indéniable facteur de développement linguistique et culturel. Toujours pas de questions so far? Non? Je vais maintenant examiner 3 domaines, 3 modalités de cette intégration au monde francophone. D'abord l'institution, ensuite la musique, parce qu'on parle de Louisiane, et enfin l'Acadie. L'institution. Le mot institution recouvre ici tout ce qui est promu de façon officielle dans les milieux politiques, administratifs et législatifs. La législature de Louisiane elle-même insiste sur l'importance de sa francophonie comme facteur de développement touristique et économique. Et on le voit dans les propos de plusieurs lois, mais j'en ai choisi ici que 2. Et il s'agit ici bien évidemment de traduction, mais on pourrait les faire en français, n'est-ce pas Philippe? Mais pour l'instant, c'est ma traduction. Donc une première loi de 2011 dit que l'héritage des francophones de Louisiane est l'un des trésors les plus précieux du riche patrimoine culturel de l'État et peut être l'élément central de ce qui rend sa culture unique. Et une deuxième loi qui date en fait de l'année précédente, de 2010, qui est une loi très importante en Louisiane et qui marque le début de toute une série de lois, et certains estiment qu'il s'agit d'ailleurs d'un nouveau mouvement de revendication linguistique et culturelle. Cette deuxième loi stipule que les objectifs du CODOFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, sont les suivants. Donc le premier objectif du CODOFIL, selon cette loi de 2010, consiste à superviser l'extension du développement économique et des activités touristiques qui visent à promouvoir la culture, la langue et l'héritage français de l'État de Louisiane. Le deuxième objectif du CODOFIL est de promouvoir, développer et encadrer les relations et échanges culturels et éducatifs en Louisiane et avec d'autres pays, provinces et États qui partagent cette culture, cette langue et cet héritage français. La teneur clairement utilitariste des mots employés ici montre, encore une fois, que cette promotion de l'intégration à la francophonie est intrinsèquement liée aux avantages économiques, touristiques et culturels qu'elle représente pour l'État. En misant sur son caractère francophone, la Louisiane accède à une meilleure visibilité qui lui permet de développer de nouvelles ressources pour son économie. Cette intégration institutionnelle au monde francophone prend plusieurs formes. Une de ces formes, ce sont les jumelages. On en trouve particulièrement, je ne suis pas très douée avec PowerPoint, je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est assez sommaire et primaire comme petit dessin, mais bon, j'espère que ça fait le travail. Donc dans la seule paroisse de Lafayette, les paroisses aux États-Unis
qui montre d'ailleurs, qui illustre l'influence catholique dans cet État comparé au reste des États-Unis qui est plus protestante, WASP. La paroisse est l'équivalent du county dans le reste du pays. Donc, dans cette paroisse de Lafayette, qui est elle-même au cœur de l'Acadiana, cette région particulièrement francophone du sud-est de la Louisiane, on a des jumelages avec des villes de France, de Belgique, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Côte d'Ivoire. Une autre forme d'intégration institutionnelle se manifeste dans le rapport spécifique que la Louisiane, par rapport au reste des États-Unis, entretient avec l'instance officielle la plus large de la francophonie, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Je ne sais pas si tout le monde sait vraiment ce que c'est l'OIF parmi vous, j'imagine, mais juste un tout petit bref rappel. Donc, créé il y a 45 ans, en 1970, sous le nom d'Agence de coopération culturelle et technique, cet organisme s'appelle depuis 2005 Organisation internationale de la francophonie. En 2015, la Louisiane est, avec le Maine, la seule section états-unienne de la région Amérique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que vous voyez encadré en rouge dans l'organigramme. En 2015 toujours, le maire de Lafayette est le seul représentant états-unien qui soit membre de l'Association internationale des maires francophones, qui est un opérateur de l'OIF et qui compte plus de 250 membres. Pour la première fois d'ailleurs, la rencontre annuelle de l'Association internationale des maires francophones a eu lieu cette année aux États-Unis et donc, fort logiquement, en Louisiane, à Lafayette et à la Nouvelle-Orléans. Non, il n'y a pas de problème. Donc, sans doute peut-on voir là le signe d'une évolution dans le rapport que l'OIF entretient avec cet État. Et enfin, c'est depuis la ville de Lafayette qu'a été lancée, à la fin des années 1980, la première diffusion aux États-Unis des programmes de la chaîne de télévision TV5, aujourd'hui appelée TV5 Monde, qui est, elle aussi, un opérateur de l'OIF. Il reste que, malgré le rapport spécifique détaillé ici, que la Louisiane entretient donc avec l'Organisation internationale de la francophonie, son rôle au sein de cet organisme demeure très circonscrit. Et que se passe-t-il en Louisiane même? C'est-à-dire, en plus des liens tissés avec le reste du monde francophone pour préserver et développer la langue et la culture franco-louisianaise. En Louisiane, le Codophile, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, travaille, c'est la raison même de son existence, à la pérennisation du fait français local. Dans le domaine économique, son objectif est d'afficher un pouvoir d'achat francophone, notamment en développant un système de certification qui permette de désigner les fournisseurs, les festivals et les restaurants qui peuvent être qualifiés de franco-responsables. Et Zachary Richard en a brièvement parlé hier de ce système de certification, mais je pense qu'il parlait d'un autre système de certification qui est un peu obsolète aujourd'hui. Et celui-ci, que vous allez voir, est encore à l'état d'ébauche aujourd'hui. Mais donc ce logo franco-responsable devrait avoir 3 couleurs indiquant 3 niveaux croissants de francité. D'abord vert, comme vous le voyez ici, pour les établissements qui disposent de matériel rédigé en français. Par exemple, un menu dans un restaurant. Gris argenté pour ceux où travaille au moins un ou une employée francophone. Par exemple, un guide touristique qui travaille à mi-temps. Doré, enfin, là où le personnel peut interagir en français avec la clientèle pendant au moins 75% des heures d'ouverture. Par exemple, une petite boutique de souvenirs gérée par une personne francophone. Mais promouvoir ainsi la langue française dans l'espace public suppose la présence d'une main-d'œuvre francophone disponible, ce qui implique que la jeune génération arrivant sur le marché de l'emploi puisse parler français. C'est pourquoi, parallèlement au développement d'une valeur ajoutée associée aux frais français,
L'un des principaux objectifs du codophile, ainsi que d'un certain nombre de parlementaires de l'État de Louisiane, concerne bien évidemment le domaine de... Il y en a qui suivent! Très bien, ok. Donc plus particulièrement, les programmes d'immersion française, dont on en a aussi brièvement parlé hier, qui ont été mis en place en Louisiane en 1983. En quoi consistent ces programmes? Il s'agit d'un mode d'instruction dans lequel la moitié de l'enseignement quotidien environ est dispensé dans la langue cible, en l'occurrence le français. Ce n'est donc pas un hasard que ces programmes d'immersion française fassent, eux aussi, l'objet de textes de loi. Il s'agit d'ailleurs de l'autre principal objectif du codophile, selon la loi de 2010. Donc, on a vu les deux premiers objectifs du codophile selon cette loi. Le troisième objectif consiste à promouvoir, soutenir et renforcer les programmes et l'instruction en immersion de langue française à tous les niveaux d'enseignement primaire et secondaire de l'État. Et le quatrième objectif consiste à développer un programme d'immersion française qui puisse être utilisé par toute école désireuse d'inclure dans son cursus un tel programme. Il s'agit donc de développer un modèle d'immersion française qui soit en mesure de standardiser l'instruction bilingue à l'échelle de l'État tout entier, condition nécessaire pour parvenir à homogénéiser le niveau de cette instruction en Louisiane et en assurer une croissance stable. Oui. Bonjour, Pascal Poinlane. Vous dites développer un programme d'immersion française pour des écoles désireuses. Alors, quelles sont les écoles désireuses? Combien y a-t-il de programmes d'immersion française en ce moment? Là, en fait, je vais vous montrer le nombre d'étudiants. Je ne sais pas combien il y a d'écoles. Je crois qu'il y en a 29 à l'heure actuelle, à travers l'État de Louisiane, qui proposent un programme d'immersion. Et Zachary Richard en parlait hier, il y a une nouvelle loi qui est passée et qui dit que si on a 25 signatures de parents désireux d'ouvrir un programme d'immersion dans une école, on doit ouvrir un programme d'immersion. Donc tout est fait pour favoriser le développement de l'immersion. Et donc, oui, donc environ 29, entre 27 et 29, je ne suis plus sûre exactement, de programmes. En ce qui concerne le nombre des étudiants, des élèves en immersion, donc il y a une augmentation constante depuis 25 ans, qui a un résultat très encourageant pour le codophile. Ce nombre a en effet été multiplié par 10 durant ce quart de siècle, puisque, comme vous le voyez, 400 au début des années 1990, ils sont aujourd'hui plus de 4000. Et les derniers chiffres datent de 2013-2014, donc ils sont aujourd'hui un peu plus nombreux encore. À l'extérieur du cadre institutionnel, administratif, législatif et scolaire, un domaine en particulier joue un rôle essentiel pour la promotion de la langue française auprès, à la fois, de la jeunesse louisianaise et des francophones d'ailleurs dans le monde. Il s'agit du domaine musical, qui constitue aussi une source de revenus fondamentale. La musique. Et je tiens d'ailleurs à dire ici que je ne vais pas du tout parler de Zachary Richard, mais bien évidemment, voilà, Zachary compte parmi les personnages phares qui participent très activement à la promotion et à la légitimation de la francophonie louisianaise auprès du monde francophone. Selon bien des gens, parmi les musiciens, mais aussi parmi les chercheurs en sciences humaines, la musique cadienne est l'une des composantes les plus importantes et les plus emblématiques de l'identité francophone louisianaise. La musique cadienne est en français. Et le fait que les paroles des chansons cadiennes soient dans cette langue exprime une forte continuité avec le passé. On peut le voir, ou plutôt l'entendre, avec ces deux extraits de deux versions de la chanson « Tout un beau soir en me promenant ». Et je remercie ici Barry Ansley pour m'avoir donné ces deux extraits. La première version de cette chanson a été interprétée par Elita Hoffpower et enregistrée en 1934 par les folkloristes et musicologues John et Alan Lomax. Et donc, je vais voir si ça marche. Non, c'est l'autre. Tu appuies sur la flèche. Ah ouais. Bonsoir, on est promenons autour du lac du petit bois charmant. Tout un beau soir.
cette deuxième version que vous allez entendre a été interprétée 60 ans plus tard, en 2004, par le crew de musique Feu Follet. Le son est un peu meilleur. Quand tu parles de la culture, Carlos Aparicio, Monterrey, Mexico, quand tu parles de la culture francophone, est-ce que tu parles aussi de l'aportation haïtienne à la culture louisianaise? Cette influence est beaucoup plus dans la région de la Nouvelle-Orléans, en fait. Et moi, je m'intéresse plus à l'Acadiana, où c'est vraiment des souches françaises de France et d'Acadie. Qu'est-ce que je voulais... Oui, la voix que vous entendez, c'est Anna-Laura Edmiston, qui était jusqu'à très récemment la chanteuse du groupe Feu Follet et dont Zachary Richard parlait hier aussi, qui a écrit avec lui l'album avec les enfants des programmes d'immersion française. Comme quoi, tout est relié. Hein. Alors, que de très nombreux refrains populaires d'origine française soient ainsi repris aujourd'hui par de jeunes groupes montre que la préservation de la tradition orale et la reconnaissance de l'héritage musical continuent d'être des facteurs majeurs d'identification à la culture franco-louisianaise. Si certains auteurs enracinent leurs paroles dans la tradition et les images emblématiques du folklore louisianais, d'autres revendiquent au contraire le contemporain de leur appartenance culturelle. C'est le cas par exemple de la chanson « Marée Noire » des Lost Bayou Ramblers, en référence à la marée noire de British Petroleum qui a ravagé les côtes louisianaises en 2010. Et c'est le cas aussi de la chanson « Quand Rita est arrivée » des Pine Leaf Boys, qui parle de l'ouragan Rita qui a suivi celui de Katrina et dont on a beaucoup moins parlé en 2005. Et donc vous allez vous allez entendre un extrait. C'est sous forme de juré, donc c'est... Now this is what we call a jury. We used to do back in the old days. Le répertoire de la musique cadienne est vaste et son public très large. Bien sûr très populaire auprès des habitants du sud de la Louisiane, cette musique reçoit désormais une reconnaissance à l'échelle internationale. Entre 2009 et 2013, deux groupes cadiens, Beau Soleil et Courbouillon, ont été récompensés par les Grammy Awards et d'autres y ont été nommés, parmi lesquels les Lost Bayou Ramblers, Feu Follet ou encore Bonsoir Catin, qui veut dire jeune fille en français cadien. Grâce au succès qu'elle rencontre, la musique cadienne est aujourd'hui financièrement indépendante, ce qui n'est pas le cas d'autres expressions artistiques franco-louisianaises, à commencer par la littérature, qui est très dépendante du système éditorial franco-canadien. Grâce à ce succès toujours, la musique cadienne renforce aussi à la fois le prestige culturel et le capital économique de la Louisiane. Une des manifestations du caractère très populaire aujourd'hui de cette musique est que, à la différence du milieu du XXe siècle, où l'on traduisait des chansons francophones en anglais, le processus s'est inversé. Par exemple, avec l'album En français, sorti en 2011, qui avait pour ambition, je cite, « d'apprendre au monde le français cadien et créole par les classiques de rock'n'roll interprétés par des artistes de la Louisiane ». Cet album reprend des morceaux cultes, entre autres de Jimi Hendrix, des Beatles ou de Joan Jett, interprétés en français par des artistes contemporains, tels que les Lost Bayou Ramblers, Steve Riley and the Mammoth Playboys ou encore les Malfecteurs.
Un deuxième volume en français est d'ailleurs sorti dès l'année suivante, en 2012. Cette réappropriation musicale est le signe d'une nouvelle période de revendication de la part de la chanson franco-louisianaise. Dans son contenu comme dans sa forme, elle constitue aujourd'hui une matrice de socialisation, que ce soit dans un cadre public, dans les salles de danse ou les salles de concert, ou dans un cadre privé, lors de bœufs, de jam sessions entre amis. Une matrice de socialisation qui est à la fois protectrice et garante de l'identification à la culture cadienne. Or, en eux-mêmes, ces rassemblements, publics et privés, autour de la musique cadienne, favorisent l'usage du français. Et je cite ici Barry Ancelet et Amanda Lafleur, qui ont d'ailleurs tous les deux été invités pour parler de la Louisiane dans les éditions précédentes de l'Université d'été. Non seulement les musiciens sont encouragés à apprendre et à parler le français, mais les manifestations traditionnelles dans lesquelles ils jouent constituent également un environnement dans lequel il semble encore naturel de parler français. Cela ne veut pas dire que l'anglais n'est pas parlé dans les salles de danse et dans les festivals de musique, mais ces manifestations représentent un environnement propice au français, un lieu où l'on peut confirmer son appartenance au groupe en conversant dans cette langue. À travers la musique, les Franco-Louisianais ont donc la possibilité de s'intégrer à un monde autrement plus vaste que celui de l'Acadiana. Cette intégration à la francophonie par la musique se manifeste en particulier au cours de festivals. Par ces rassemblements, la musique cadienne participe en effet à un double processus d'exposition et d'invitation au et du monde francophone. Les 2 festivals de musique qui ont lieu chaque année à Lafayette illustrent ce processus. À l'automne, les festivals acadiens et créoles, qui accueillent chaque année des milliers de visiteurs, donnent aux francophones non louisianais la possibilité d'entendre une musique francophone proprement louisianaise dans un environnement qui, de surcroît, stimule la vente et la consommation de produits locaux. Stands et ateliers de dégustation de spécialités culinaires cadiennes et créoles, stands d'objets artisanaux fabriqués par des artistes locaux, etc. L'image ainsi véhiculée auprès des visiteurs étrangers est celle d'une population et d'une culture franco-louisianaise forte et dynamique. Dans le même temps, ces festivals permettent aux Franco-Louisianais, les groupes de musique et ceux qui viennent les écouter, de renforcer leur sentiment d'appartenance culturelle. Au printemps, le Festival international de Louisiane ouvre les personnes présentes à la diversité du monde francophone. Accueillant chaque année plusieurs dizaines de visiteurs cette fois, cet événement représente l'un des principaux atouts économiques de la ville de Lafayette. Les échanges avec des artistes du monde entier venus chanter à Lafayette à cette occasion aident les Franco-Louisianais à pouvoir légitimer la spécificité de leur culture aux États-Unis. Quant aux francophones non louisianaises, ils sont invités à découvrir ou retrouver cette musique cadienne ainsi que d'autres éléments de cette culture franco-louisianaise, en particulier des spécialités culinaires locales. En résumé, la musique cadienne est donc en français. Elle encourage les jeunes musiciens à apprendre le français. Et Zachary Richard, d'ailleurs, disait que c'était son cas hier. Et j'ai conduit plusieurs entretiens avec de nombreux jeunes musiciens. Et vraiment un bon groupe d'entre eux, m'ont dit que voilà, c'était comme ça qu'ils s'étaient intéressés à la langue française. C'était vraiment par amour de la musique. Et pour ne pas faire du gibberish en français et faire blablabla, vraiment apprendre la langue française. Et parmi eux, par exemple, une jeune artiste qui s'appelle Megan Brown a fini par faire son bac en français. Alors qu'à la base, voilà, c'était juste par amour de la musique. Megan Brown. Donc elle est en français, elle encourage des jeunes musiciens à apprendre le français. Elle permet à la fois une exposition et une invitation au et du monde francophone dans les festivals. Et son rôle central dans la revendication identitaire cadienne, en tant que miroir de la vitalité linguistique et culturelle des Franco-Louisianais, fait qu'on peut sans doute la considérer comme un bon indicateur de l'avenir du fait français en Louisiane.
toujours pas de questions. Oui, oui, 2. Florina? Mais j'attends le micro. Ah ouais. Enfin, je t'écoutais parler de la musique louisianaise et il y avait un groupe musical que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que j'ai découvert grâce au Centre de la francophonie des Amériques, grâce au programme c'est grâce au Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques en 2010. Le groupe s'appelle Île Dernière. Ouais. Et eux, enfin, ouais. Donc eux, ils créent en français. Donc, il ne s'agit plus de, disons, traduire les greatest hits, n'est-ce pas, en anglais. On crée de la musique. Et puis, je me rappelle leur concert, enfin, en Acadie, n'est-ce pas. Donc, c'est, enfin, je cherchais Denis, oui. Donc, voilà, on est toujours là. Bon, donc, je me demande, est-ce qu'ils sont toujours présents sur la scène musicale? Comment est-ce qu'ils ont évolué? Puisque, enfin... une mauvaise étudiante, je cherchais sur Google pour voir s'il y avait des nouvelles à propos des concerts en 2015. Oui, non, mais si, ils jouent régulièrement. Mais la scène musicale en Louisiane est particulièrement fructueuse. Et puis, beaucoup de jeunes musiciens sont dans plusieurs groupes et sont constamment en train de produire, de créer, de chanter. C'est pas pour rien que je dis que la musique acadienne est vraiment l'un des traits emblématiques de la culture franco-louisianaise. Et c'est pas seulement d'un point de vue exogène, c'est vraiment d'un point de vue endogène. C'est très, 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 très important pour les jeunes franco-louisianais eux-mêmes. Et Île Dernière se porte très bien. Magnifique, parce que je me disais, enfin, moi je suis la porte à côté au Texas, j'ai cette fierté de pouvoir présenter par exemple à mes étudiants dans les cours de tous les niveaux, n'est-ce pas, comme quoi, écoutez, si ça se trouve, si vous aimez le rock, il y a Île Dernière, et ce sont des Américains, ils sont en Louisiane, si vous avez envie de les voir en concert, bon, et c'est ça la francophonie vivante. Donc, il ne faut pas les chercher, je ne sais pas, voyager en France ou disons au Canada pour écouter des groupes. Et ce sont des jeunes en plus, donc c'est un outil extraordinaire. Donc, oui, puis Rocky McKean, c'est un performateur, enfin, il est présent sur scène. Oui, non, mais tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un genre à part entière parce que c'est vraiment l'idée d'un rock franco-louisianais. Et donc, ça a soulevé pas mal d'émotions, mais personnellement, j'aime beaucoup. Donc, ouais. Il n'est pas cadien. Non, il ne se revendique pas. Et vous avez remarqué que je n'avais pas dit une seule fois le mot cadien, ce qui concerne Île Dernière, parce qu'effectivement, ouais, lui ne se revendique pas du tout comme cadien, mais comme franco-louisianais. Et ça, on pourra parler aussi un peu plus des différents groupes. Oui. Donc, Philippe Orphalie encore. Je suis originaire de l'Ontario, même si j'habite maintenant au Québec. Et puis, ici, en Ontario, tout ce qui est revendication de la francophonie ontarienne est parfois accueilli avec, peut-être pas une hargne, mais une certaine irritation par le groupe majoritaire. On a parfois l'impression que les francophones demandent beaucoup, et nos revendications peuvent être perçues assez négativement. Chez vous, par contre, il semble vraiment y avoir une adhésion ou bien un intérêt pour l'aspect francophone. Je me demande, selon vous, comment est-ce qu'on peut transformer cette perception négative de la francophonie ontarienne, quelquefois, en enthousiasme de la part du groupe majoritaire? Mais encore une fois, je pense que la différence fondamentale, c'est vraiment au niveau de la loi. Et les franco-louisianais sont tellement plus assimilés. Et aujourd'hui, il y a plus de... Je parlais encore aujourd'hui à Marilyn ce matin qui me disait qu'elle vient d'un endroit du Nouveau-Brunswick qui est très homogène et qui est quasiment que francophone. En Louisiane, les monolingues francophones, il n'y en a presque plus, ou alors ils sont très très âgés. Donc il n'y a pas... C'est le contraire parce que c'est une espèce de revendication identitaire et d'assumer sa différence, d'être cadien ou d'être franco-louisianais. Mais ça, c'est aussi tout un mouvement de revendication identitaire avec la création du Code of Phil en 1968. Et c'est-à-dire qu'avant, c'était très stigmatisé d'être cadien, d'être Cajun, le Kunas. C'était vraiment une insulte suprême, alors qu'aujourd'hui, on va avoir des gens tatoués avec Certified Cajun. Et je parle d'expérience, donc vraiment, ça existe. Oui.
Est-ce que ça... Oh. Alors, merci beaucoup. Je voulais juste apporter une précision par rapport à l'intervention de Philippe. Je pense que, et en même temps, tu l'as très bien dit indirectement dans ton propos, c'est-à-dire le français, pour des raisons difficiles à comprendre souvent, est toujours vu comme une menace dans certains milieux, notamment en Ontario. Le rapport de force, je pense que tu l'as dit, il y a beaucoup de gens d'assimilés en Louisiane ou en Acadiana et on ne sent pas que c'est peut-être une menace. Et il y a eu tout le mouvement de revitalisation et d'affirmation identitaire qui est vu sur une base individuelle et non pas collective. Alors qu'en Ontario, le rapport de force n'est pas nécessairement là, mais la revendication linguistique est vue comme une revendication collective. Et l'Ontario et certains groupes au Canada ont une allergie à tout ce qui est revendication collective. Et donc, ça devient très difficile et les réactions sont souvent disproportionnées et incompréhensibles. Comment est-ce qu'on peut se sentir menacé par 5 % de la population? Mais déjà, et en plus, je pense qu'en plus d'être une valeur ajoutée d'un point de vue économique, sur le capital économique, c'est d'un point de vue le capital culturel, le capital symbolique, c'est-à-dire qu'encore une fois, on fait partie de la majorité, mais on a juste cette chose en plus. On va se revendiquer comme franco-louisianais, comme cajun, comme je sais faire un gumbo, comme je sais faire de la musique. Et donc, c'est pas les mêmes problématiques. Donc, j'aimerais pouvoir répondre à ta question avec une solution miracle, mais j'en ai pas du tout parce que, voilà, encore une fois, c'est des situations vraiment, vraiment différentes. Désolée. Oui. Je voulais juste rajouter aussi un petit peu à cette question. Vous avez commencé avec les politiques, les lois au Canada et puis en Louisiane. Ensuite de ça, on est tombé sur l'histoire terrible des francophones qui se sont fait taper sur les mains, etc. Mais je voulais juste rajouter qu'au Canada, on a aussi la même situation. Les gens ont dû cacher le livre, descendre le crucifix, etc. Quand l'inspecteur venait dans les écoles, il a fallu écrire au tableau I will not speak French anymore in the classroom, right. etc. Mais c'est vrai qu'en Louisiane, probablement du fait qu'on n'a pas ces politiques-là de charte de protection, que le monde anglophone se sent moins menacé par cette... il y a comme... puis de toute façon, économiquement, c'est sur la joie de vivre, sur le Cajun food, donc c'est très, très... Laisser le montant rouler, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, par contre, c'est dommage qu'ils n'ont pas commencé à investir dans l'éducation pour pouvoir, que ce soit la Nouvelle-Orléans ou etc. Ouais, mais je pense que le Codophile commence à travailler sur ces questions-là. Le Codophile qui commence à... C'est intéressant aussi de voir qu'ils veulent même changer le nom du Codophile. Vous savez, Agence des affaires francophones. Mais c'est déjà... La loi est passée, oui. C'est-à-dire que pas le français, comment ça s'appelle déjà, le Conseil... Pour le développement du français en Louisiane. Là, ils veulent changer en... Agence des affaires francophones. Le français de Louisiane et non en Louisiane. Donc, ils veulent se voir un peu l'évolution. Ils veulent maintenant avoir le français de la Louisiane et non pas le français en Louisiane. Mais en fait, au début, c'était de Louisiane, et puis c'est devenu en Louisiane. Puis là, peut-être que ça revient à... Mais c'est surtout le mot agence, en fait, qui voulait faire plus institutionnel, plus légitime. Et ça c'est passé aussi, mais dans toute cette série de lois depuis 2010. Et par rapport, juste un ajout au programme d'immersion, l'aspect très positif aussi des programmes d'immersion française, c'est que ça fait partie du système d'instruction publique. Et je ne sais pas si vous savez un peu comment ça se passe dans le sud des États-Unis, mais les écoles publiques, bon, pas tous, il ne faut pas faire de généralisation, mais quand même, il y a vraiment une différence au niveau de l'enseignement, de la qualité d'enseignement entre les écoles privées et les écoles publiques. Et l'immersion française, c'est de l'école publique, donc c'est doublement positif. Oui. Je sais pas qui parle. Lisa, du Nouveau-Brunswick. C'est ça, on parle du français de Louisiane, on parle d'école d'immersion. Et on sait que les enseignants du français, justement, de la Louisiane sont beaucoup originaires de la France, du Belgique,
dans la Belgique, du Québec. Et ce qui fait que les jeunes, justement, ils vont perdre la capacité de rouler leur air, comme disait Zachary Richard hier. Il disait qu'il trouvait ça très, très dérangeant, pour utiliser un autre mot que lui. Donc, j'aimerais juste entendre, justement, sur la perte de ces spécificités-là du français cadjan. Est-ce qu'on parle encore le français cadjan? Ou... Dans la salle de classe? En Louisiane. Mais en Est-ce que Louisiane, les jeunes... Bon, alors, il y a différentes choses. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les tables françaises à travers l'État de Louisiane. Et là, on va avoir toute une série en fait, les participants vont être très différents. Ça va être autant des gens de pays francophones qui veulent juste parler français, des francophiles, que des francophones qui ont été justement toute cette génération. Moi, j'ai participé à pas mal de tables françaises et à chaque fois, voilà, on retrouve les mêmes histoires de « Ah bah oui, moi, ma mère, elle parlait que français et puis c'est devenu la langue des secrets. » Mais ça, effectivement, comme vous l'avez dit, Denis, je veux dire, c'est pas du tout spécifique à la Louisiane. C'est au Canada, c'était la même chose en France avec les patois. Enfin, je veux dire, c'est voilà l'espèce de génocide linguistique, même si c'est un terme très fort, mais voilà, l'éradication, en tout cas linguistique, c'est commun à beaucoup de pays, malheureusement. Donc voilà, par exemple, dans ces tables françaises, qui est vraiment une espèce de communalisation, on va avoir encore des personnes qui parlent le français cadien. Dans les salles de classe, oui, par exemple, il y a un instituteur... dans un programme d'immersion qui s'appelle Kirby Jambon, peut-être que vous avez entendu parler parce qu'il est aussi poète, etc., qui va lui parler que français cadien à ses élèves. Mais la question de l'origine des enseignants en immersion, c'est vraiment c'est au cœur de l'enjeu de l'avenir du français, puisque c'est la jeune génération, et cette génération, quel français elle va parler? Alors après, il y a des gens qui disent que ça n'a plus rien à voir avec le français de Louisiane, donc est-ce que quelque part c'est très superficiel, et pourquoi est-ce qu'on veut absolument continuer à parler une langue s'il y a vraiment un écart entre le petit-fils et la grand-mère? Après, il y a d'autres personnes qui disent que ça reste du français, ça reste une possibilité de continuer à communiquer avec ses grands-parents, à s'inscrire dans son héritage, son patrimoine linguistique et culturel. Je pense que dans mes faux pas, on voit un peu vers quelle option je penche. Mais après, les programmes d'immersion, l'objectif ultime des programmes d'immersion, c'est de faire en sorte que la jeune génération sortie des programmes d'immersion devienne elle-même enseignante en immersion. J'avais d'ailleurs mené un entretien avec la première enseignante d'immersion de Louisiane, de la paroisse de Lafayette, qui avait commencé au kindergarten et qui maintenant enseignait elle-même au kindergarten en immersion. Donc on espère juste que ça va continuer comme ça. De rien. Je termine et puis on continue avec les questions. Donc j'en étais où? À l'Acadie. Donc, développer ces liens, mettre en place avec l'Acadie des réseaux culturels et économiques, s'intégrer à la communauté acadienne, telle est une autre stratégie nécessaire pour la préservation linguistique et culturelle en Louisiane, en même temps que pour sa promotion touristique et donc sa croissance économique. L'idée qui fonde cette stratégie est que les francophones de Louisiane étant très isolés géographiquement, plus ils s'associent à la communauté acadienne, plus ils sont nombreux et forts, plus ils peuvent dès lors défendre et sauvegarder leur francophonie. Pour montrer de quelle façon les francophones de Louisiane développent concrètement ces liens avec l'Acadie, je vais prendre deux exemples, le Congrès mondial acadien et le Grand Réveil acadien. Le Congrès mondial acadien, en abrégé CMA, est un rassemblement qui a lieu tous les 5 ans, depuis 1994, qui dure environ 2 semaines et qui réunit chaque année, chaque édition, plusieurs milliers de visiteurs. Le thème de la culture acadienne est au cœur des nombreuses activités des CMA. Il s'y déroule des festivals de théâtre et de cinéma, des présentations généalogiques, des tours historiques, des concerts, des spectacles, des soirées de poésie, des expositions d'art, des conférences, des présentations de livres, etc. Le plus récent CMA a eu lieu l'été dernier, en août 2014, pour la première fois sur les terres du Canada et des États-Unis, plus précisément à la jonction des provinces du Nouveau-Brunswick et du Québec et de l'État du Maine. Et j'aimerais juste voir avec vous très rapidement quelques lignes tirées du site officiel de ce Congrès mondial 2014. Le slogan de ce Congrès mondial acadien 2014 était « L'Acadie du monde, une nouvelle Acadie ». Et on pouvait aussi lire sur ce site officiel «
C'est l'Acadie internationale, la diaspora acadienne. L'acadienne et l'acadien en présence sur le territoire, mais également l'acadienne et l'acadien dispersés ou émigrés. C'est mondial. Notre nouvelle Acadie, elle inclut, elle englobe, elle rassemble, elle embrasse, elle est cosmopolite, elle est internationale. Ce discours officiel du Congrès mondial acadien promeut donc l'idée d'une Acadie contemporaine inclusive, globalisante, une Acadie sans frontières, fonctionnant comme une patrie symbolique à laquelle pourrait se rattacher toute personne qui le désire. L'idée est d'affirmer une appartenance identitaire commune des francophones en Amérique du Nord, afin que toute personne s'identifiant comme acadien ou acadienne puisse être reconnue comme telle. Cette notion complémentaire d'inclusion et de rassemblement fait que, malgré leur fort éloignement, leur isolement dans l'Acadie tropicale, les Franco-Louisianais peuvent tout à la fois se revendiquer et être reconnus de façon légitime comme acadiens. L'acquisition d'un tel statut leur permet de valoriser, aux yeux des autres, mais aussi à leurs propres yeux, leur langue, leur culture, leur francophonie. Bien évidemment, cette promotion d'inclusion s'ancre dans un raisonnement économique, d'ailleurs clairement revendiqué par ses organisateurs. L'idée étant que plus on invite du monde à se retrouver, plus, bien évidemment, l'événement devient économiquement rentable pour la région. Ce raisonnement économique s'avère d'ailleurs croissant puisque le budget du premier congrès mondial acadien en 1994 était de 3 millions de dollars et qu'il a été multiplié par 5 20 ans plus tard. La notion de mobilité est donc présentée comme source de modernité et de développement pour l'Acadie. Ainsi, le Congrès mondial acadien de 2014 comportait entre autres un colloque sur la coopération, une conférence sur l'exportation, un sommet économique et l'organisation de circuits touristiques et culinaires. Si c'est donc aussi au nom d'un développement local que le Congrès mondial acadien revendique les retrouvailles d'une diaspora intercontinentale, qu'il soit économiquement rentable favorise néanmoins, comme en Louisiane, la conservation et le développement de la francophonie nord-américaine dans son ensemble. Le deuxième Congrès mondial acadien, qui a eu lieu en 1999, s'est tenu en Louisiane. Mais la chaleur étouffante de l'été louisianais, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui sont venus en Louisiane si c'était pendant l'été, vous vous en rappelleriez à mon avis, et les habitants des Maritimes préférant célébrer la fête nationale acadienne du 15 août chez eux, une alternative au Congrès mondial acadien a été organisée en Louisiane en 2011 sous le nom éloquent de Grand Réveil acadien. À l'automne 2015, sa deuxième édition rassemblera de nouveau Louisianais et Acadiens autour du 250e anniversaire de l'arrivée des premiers Acadiens en Louisiane, durant une semaine dans plusieurs villes de l'État, autour de visites, de conférences et de célébrations traditionnelles. Rapprochement géographique et culturel entre deux communautés francophones nord-américaines en situation minoritaire, ce grand réveil acadien contribue, lui aussi, à légitimer l'importance de la langue française en Louisiane, aux yeux des Acadiens et des Louisianais eux-mêmes. Et il associe, encore une fois, cette légitimation et cette pérennisation de la francophonie louisianaise à un produit touristique rentable qui participe au développement économique de l'État. La première édition de 2011 avait rassemblé, lors de son événement le plus important à Lafayette, plus de 1500 participants, louisianais et acadiens inclus. L'objectif était alors d'augmenter de 15% la participation des 18-40 ans pour la deuxième édition, qui aura donc lieu en octobre prochain. J'ajouterai que les dates de ce grand réveil acadien en Louisiane font qu'il prendra fin en même temps que les annuels festivals acadiens et créoles. Un tel calendrier encouragera sans doute une célébration commune, c'est-à-dire un renforcement mutuel simultané du sentiment d'appartenance culturelle franco-louisianaise et franco-acadienne. Je vous remercie.
Donc, nous allons poursuivre. Nous avons encore un petit 20 minutes, certainement, pour poser des questions. Merci beaucoup, Laura. C'était très stimulant, bien en lien avec le thème du bloc économique aussi. Donc, pour inverser des tendances quand même lourdes au niveau de dévitalisation, hein, tu as abordé 3 blocs au niveau institutionnel, au niveau des logiques musicales, ce qui était très rafraîchissant, très agréable, et maintenant une connexion avec l'Acadie. Par rapport à cette idée-là que tu as bien développée, aussi de connexion sur le monde, hein, dans la francophonie louisianaise, dans son marché global avec le monde, la francophonie. Donc, je pense que tu as bien présenté cette thèse-là. Donc, merci encore. On a le temps de prendre des questions. Donc, je vous répète de répéter votre prénom et d'attendre le micro. Bonjour, c'est Justine Maleux de la Colombie-Britannique. Donc, merci d'abord d'être venu de votre intervention ce matin. Donc, ma question, c'est que j'aimerais savoir dans quelle mesure les attitudes des Louisianais anglophones unilingues, si les attitudes jouent un rôle sur le développement linguistique en Louisiane. Surtout les locuteurs de langue anglaise unilingue, si ça empêche le développement linguistique. Non, merci beaucoup pour cette question. Encore une fois, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques parce que moi, je m'intéresse surtout à la jeune génération. Et la jeune génération, peut-être quelques-uns d'entre eux ont grandi de façon bilingue, mais la grande majorité était anglophone et ils ont décidé d'apprendre le français. Donc, c'est eux-mêmes qui ont décidé d'apprendre le français, donc on ne peut pas séparer les anglophones et les francophones en Louisiane. C'est plus du tout une réalité tangible, en fait, cette dichotomie. Ça fait sens ce que je dis ou pas? Ouais. Donc, c'est... Au contraire, moi, j'ai rencontré beaucoup d'anglophones qui veulent apprendre le français et qui après se disent « je suis francophone », qui vont participer à la table française, qui vont devenir musiciens, qui vont aller suivre mes cours à l'université. Quand je dis mes cours, c'est-à-dire... aussi des cours d'autres collègues, juste parce qu'ils sont intéressés par la langue française, que ce soit des jeunes ou alors des gens de... Moi, j'ai vu des gens dans mes cours de 50 ans, de 60 ans, qui voulaient revenir pour juste apprendre le français. Donc, oui? Pardon, je ne sais pas en fait, parce qu'il faut suivre les demoiselles. Bonjour. Pardon, bonjour. Bonjour, je m'appelle Joël Dupuis, je suis originaire du nord de l'Ontario. Ma question, ça revient un peu au fil des dernières questions, plutôt par rapport à cette idée d'irritant en Ontario français chez les francophones, les revendications, cette idée d'un projet de société, d'une communauté plus grande qui a des droits au-delà de la langue de l'instruction. Et donc, je me demande en Louisiane, par rapport au projet futur, est-ce qu'il y a d'après vous, des revendications qui iront au-delà de l'enseignement de la langue et de cet espace qu'on crée volontairement, entre autres au niveau des institutions, au niveau des services? Est-ce que d'après vous, cette jeune génération qui apprend le français souhaite plus d'ici les prochaines années? Donc, je disais, pardon, merci beaucoup, Jason. Je disais qu'il y a donc dans toute cette série de lois, il y a eu effectivement des lois sur les services publics en français, sur des panneaux de signalisation bilingues. Il y a aussi une loi qui est passée sur le fait d'avoir un certificat de francité ou de bilinguilité, je ne sais pas, enfin, quelque chose comme ça, enfin un mot, voilà, pour les étudiants qui sortent de l'immersion, parce qu'on essaye d'avoir ce qu'on appelle une continuation de l'immersion au niveau du lycée. Et après, certains étudiants peuvent, quand ils passent quand ils terminent leur lycée, avoir cette certification comme, encore une fois, une espèce de valeur ajoutée qui leur permettrait d'avoir de meilleures chances de s'insérer dans le marché de l'emploi. En fait, toute l'idée, c'est de promouvoir effectivement un espace public bilingue et de faire en sorte que ça ne s'arrête pas juste au niveau de l'éducation. Mais ça, c'est encore très récent et donc je pense que c'est que l'avenir qui pourra le dire. C'est un peu cliché comme phrase, mais c'est vrai, donc de rien. Oui. Alors, moi, c'est Marie. Je viens du Brésil. Nous avons une petite communauté originaire de Français dans ma ville.
C'était à l'origine, c'était à la période des vagues d'immigration pour remplir le territoire brésilien et du sud du Brésil, là où j'habite. Alors, c'était la fin des 1800, début des 1900. C'était 30 familles à peine venues de France qui se sont installées. Et ces familles-là n'ont pas préservé la langue. Il y a eu des mouvements à partir des guerres mondiales, surtout de dévalorisation des langues autres qui venaient, surtout l'italien et l'allemand pour cause de guerre. Bon. Et l'effet a continué pour les autres langues aussi. Et en plus, il y a eu une politique linguistique massive d'enseignement de la langue portugaise au Brésil. Les langues indigènes ont été évincées. On les stimulait pas, on les stimule même actuellement très peu. Bon, mais là, dernièrement, il y a 10 ans, c'était le commentaire pour voir comment toute action est action concernant la reprise d'une langue, mais pas vraiment d'une langue, parce qu'on ne va plus parler la langue de ses aïeux. C'est pas la langue des grands-pères ou arrière-grands-pères qui se sont installés dans cette petite colonie française de ma région, celle qu'on va enseigner maintenant dans l'école où il y a l'enseignement de français de nouveau, dans cette colonie française, grâce à des efforts que nous avons faits depuis 10 ans auprès de la mairie de la ville. Mais il y a une question que je pense qui est plus importante même que la question de l'apprentissage du langage, la question linguistique, c'est la question de la valorisation identitaire, de cette reprise vraiment identitaire. On fait un chemin en arrière en recousant avec ses origines. Et ça, c'est très valorisant dans la diversité pour ces jeunes-là qui apprennent le français depuis 10 ans, quoi. Et ça arrive après chez nous à l'université, là où j'enseigne. C'est-à-dire, nous avons exporté de l'université nos étudiants pour revenir enseigner le français dans cette colonie. Et l'effet que ça a donné, c'est un effet de revalorisation identitaire, de se rendre compte de ses origines et de richesse par là. Alors, merci. Cette situation de la Louisiane m'a fait beaucoup penser à ce que ces efforts que nous faisons, nous, en tant que promoteurs locaux, sont intéressants et sont importants, quoi qu'ils soient petits. Oui, mais quoi qu'il soit petit, mais merci beaucoup pour cette intervention et très efficace parce qu'en Louisiane, il y a aussi, quand vous parliez du fait de, c'est toujours la même idée de, quand on va loin de chez soi, on s'aperçoit de ce qu'on a et de qui on est. Supplément en voyage de Bougainville, tout ça. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes franco-louisianais qui sont partis faire des programmes d'immersion, cette fois au niveau universitaire, en Acadie, notamment à l'université Sainte-Anne, et qui sont revenus, mais vraiment transformés. Et quand je vous dis transformés, c'est Dixit. Ces gens, j'ai aussi fait pas mal d'entretiens avec des jeunes qui ont été donc dans ces programmes d'immersion, et tous m'ont dit que ça avait transformé leur vie, que ça avait transformé leur façon de s'identifier. J'avais parlé avec une étudiante qui m'a dit que pour la première fois, quand elle était revenue du programme d'immersion française à Sainte-Anne, elle avait pu parler de ce silence, de ce tabou, de cette identité francophone, pauvre, non éduquée, dont on avait tendance à ne pas parler. D'autres qui ont dit, bon, bah, moi, je vais m'investir. Il y en a qui ont créé un groupe, par exemple, franco-jeune. Enfin, je veux dire, donc, ce que vous dites, ça arrive aussi tout à fait en Louisiane. Et encore une fois, c'est ce lien aussi particulier avec l'Acadie, c'est-à-dire que les témoignages étaient... Mais j'ai vu comment dans cette petite communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse, les gens sont tellement fiers de parler français, et c'est une toute petite communauté, et ils sont tellement résilients. Et moi, ça m'a donné envie de faire la même chose quand je reviens chez moi. Oui. Alors, Robert. Bonjour. Okay. Bon, évidemment, j'ai trouvé ça fascinant, votre présentation. J'avais des questions. Est-ce que l'identité francophone est maintenant en Louisiane uniquement associée aux Acadiens, ou il y a encore un lien avec les créoles, que ce soit les créoles blancs de l'époque coloniale ou les créoles noirs
ailleurs. Donc, ce n'est pas les mêmes lieux de peuplement. On parle de la Nouvelle-Orléans, Nakitosh, Bâton Rouge, etc. Est-ce que cette identité-là survit encore? Est-ce qu'on utilise ces facteurs historiques-là dans la promotion du français aujourd'hui? Alors ça aussi c'est un autre problème, mais c'est toujours l'idée de... Mais en fait on en avait parlé, on en parle pas mal ici avec l'idée des... Si on peut pour le coup faire une espèce de situation comparable avec le Canada où on dit est-ce que ça ne divise pas finalement de faire les différentes communautés francophones et le Québec, etc. C'est la même chose en Louisiane. En fait en Louisiane il y a eu donc les Cadiens. Et encore, quand je dis les Cadiens, puisque maintenant c'est une identité à la mode, parce qu'une identité, ça n'a pas de critères objectifs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient comme Cadiennes et qui n'ont pas forcément de lien avec l'Acadie. Maintenant, il y a des gens qui, comme Rocky McKeon, ne veulent explicitement pas être identifiés comme Cadiens. Il y a encore quelques créoles blancs aux alentours de la Nouvelle-Orléans, mais ça, c'est très peu. Et il y a bien sûr la population créole. La population créole par rapport à la population cadienne est beaucoup moins représentée. Et donc c'est vrai qu'on a tendance, et je suis moi-même la première fautive de ça, de faire cet amalgame entre franco-louisianais et cadien. Après, effectivement, il y a plusieurs communautés. Il y a aussi les Houmas, qui est une communauté amérindienne. Après, pour promouvoir de la façon la plus efficace possible, je pense, une francophonie qui est tellement en situation minoritaire, il faut insister sur le côté homogène. Et donc peut-être pas dire cadien, mais en tout cas franco-louisianais. Et c'est pour ça qu'on dit justement français de Louisiane, français en Louisiane. Et que moi, je m'intéresse particulièrement à la population cadienne, mais j'essaye de parler des franco-louisianais le plus possible. D'accord. Voilà. Ouais. Bah après. Bonjour, Wesmina Pierret, je viens d'Haïti. En fait, la page dont vous avez ouverte sur le Congrès mondial acadien m'a poussé justement à vous poser une question. C'est que j'ai eu la chance de participer au Congrès mondial acadien d'une façon ou d'une autre avec l'émission Parlez-vous nous de votre francophonie de la Radio Jeunesse des Amériques. J'avais remporté le premier prix. Donc, un prix que j'ai remporté justement avec la participation de l'artiste francophone haïtien Jaja Roosevelt et la musique d'Alexandre Béliard. Maintenant, et puis j'ai vu sur la page Facebook de Jaja Roosevelt qui a été participé au congrès, donc la manière dont ça s'est déroulé, les artistes. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui explique comment se penche vers justement la culture créolophone? Est-ce que c'est une position géographique ou est-ce que ça revient à donner historique? Comment ça? Je suis désolée, il faut que vous reformuliez votre question. Je ne comprends pas vraiment la question en fait. Donc, se pencher vers la culture créolophone, donc ce que j'ai remarqué dans le Congrès mondial acadien, avec la participation des artistes franco-haïtiens ou francophones, créolophones, et ma participation à l'émission dont j'ai remporté le premier prix. Donc, j'aimerais savoir ce qui explique plutôt se pencher vers la culture créolophone. Mais en fait, je pense que la réponse, elle est toute simple. C'est dans l'idée de, encore une fois, plus on est nombreux, plus on est fort et plus on peut mieux se défendre et promouvoir notre francophonie et légitimer notre francophonie. Et donc, il y a ce désir d'inclusion. Après ce désir d'inclusion, c'est la même chose avec le Grand Réveil acadien pour l'édition de 2011, le premier Grand Réveil acadien, donc l'alternative au Congrès mondial acadien. Il y avait une grande réunion et puis on parlait beaucoup justement des liens cadiens-acadiens. Et puis il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit « Ouais, mais enfin, justement, il y a tous les créoles, il y a les Houmas, il y a les créoles blancs. » Et en insistant que sur ça, on les laisse de côté. Or, ils font partie intégrante de la francophonie louisianaise. Et est-ce qu'on ne va pas finalement éclater et encore plus fragiliser cette francophonie en catégorisant les gens? Donc je pense que ce penchant vers la culture créolophone, comme vous disiez, c'est encore une fois, c'est dans cette idée d'inclusion et d'être le plus fort possible en fait. Enfin, je sais pas, moi c'est ce que je pense, mais après peut-être que... On va prendre encore 2 interventions et ensuite on va devoir pour la fin. Denis. Donc, je voulais juste ajouter là-dessus sur la question, entre autres, de Robert et pour compléter avec Rosemina.
Présentement, le Codophile est en train de travailler avec le Centre de la francophonie. Nous, on fait juste faciliter, mais pour créer des tables rondes pour les 14 groupes qui disent 14, là, enfin, créole blanc, créole noir, cadien blanc, cadien noir, Ouma, etc. Il y a 14 groupes. Mais selon moi, je ne sais pas, selon ce qu'on a eu comme information du Codophile, exactement comme Laura vient de le dire, il y a ce désir d'inclusion, de ne pas diviser pour fragiliser, mais plutôt de... Et il y a un petit, comment je dirais, un petit défi qu'il y a aussi la communauté Atchafala, en tout cas qui est noire et qui se sent aussi isolée. Tout le monde se sent exclu de cette francophonie de la Louisiane. Et il y a vraiment un moment là, où les gens veulent amener une démarche d'inclusion, de dialogue. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de mémoires qui n'ont pas été racontées. Et ils sont justement dans cette période où on a besoin de se parler, se rencontrer, se dialoguer pour inclure. Le Codophile s'est retrouvé dans une mission avec le Centre en Guadeloupe. Et ils sont aperçus en Guadeloupe que la culture créolophone avait un impact énorme sur la culture cadienne. Beaucoup de mots, même qu'il y avait des gens de l'Ouest canadien, dont un a fait une présentation sur les tables franco-métisses, dialogue franco-métis. Et il y avait une diapositive avec une prière en métchif. Et les gens se sont mis à parler dans la salle. Et j'ai arrêté, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. C'est pas du métchif, c'est du créole. Et ils sont aperçus que dans le métissage français, le métchif était très près du créole et que finalement, à force de diviser, on se perd. Et les gens ont ce goût d'inclusion, d'être plus forts et d'avoir un impact sur... et peut-être juste au niveau des projets, parce qu'on travaille beaucoup avec le Codophile, il y a beaucoup de projets. Il y a un plan stratégique qui a été fait sur 5 ans avec plusieurs partenaires qui ont chacun leur rôle à jouer. Et entre autres, présentement, là, la semaine prochaine, Ortego, on a parlé de Steven Ortego, Ortego qui est en train de travailler sur, je ne me souviens plus, la télévision publique, c'est... en tout cas, qui sont en train de revoir leur licence, leur financement. Et Ortego a vu ça en se frottant les mains et en disant, oui, mais on veut aussi avoir un canal francophones. Ouais. Donc, ils sont en train de faire des liens avec TV5 Monde, très certainement, qui sont à Los Angeles, mais aussi, imaginez-vous, avec TFO. On a une réunion la semaine prochaine avec TFO et le Codophile pour voir comment ils peuvent collaborer pour créer des contenus télévision français, mais pas français dans le sens de... donc, ils veulent avoir des contenus sur lesquels ils peuvent se voir, s'entendre, du français de Louisiane. Donc, c'est un peu dans cette démarche-là. Plusieurs projets, bon, voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Non, mais juste peut-être... Mais de courtes interventions, puis on va prendre aussi la dernière. Oui. Deux dernières courtes. Vas-y, pardon. D'accord. Bon, je voulais juste tout d'abord vous remercier parce que toute l'exposé a été très bonne et très compréhensible pour nous que parfois nous n'avons pas le contexte ni géographique, parfois qu'il faut qu'on cherche sur le Google. Mais j'ai des cartes. Tu as vraiment fait tout le travail pour nous. Et je voudrais juste vous dire deux choses. Tout d'abord qu'après votre intervention, j'ai trouvé beaucoup de liens avec ma culture, que je suis hondurienne, parce que nous sommes aussi un pays qui est en train de retrouver cette identité et aussi de trouver les liens avec la francophonie. Chaque fois que je visite les activités du Centre de la francophonie, je trouve 10 ou 20 liens entre la francophonie et notre culture. Donc, je me pose une question. Qu'est-ce que pensez-vous qu'est l'avenir de cette culture acadienne? Comment pensez-vous qu'elle va se débrouiller pour continuer en s'intégrant à la... comment la francophonie louisianaise va continuer en s'intégrant au monde francophone?
Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bah non, mais merci. Je suis très contente justement de ces liens. En fait, c'est ça, je pense, l'idée du Centre de la francophonie des Amériques aussi, de pouvoir éprouver des similarités malgré les différences géographiques. En ce qui concerne l'avenir, je pense qu'il faut être très prudent quand on se prononce au sujet de l'avenir d'une culture ou d'une langue. Personnellement, bien sûr que j'espère que ça va rester, que ça va se renforcer, que la jeune génération va reprendre le flambeau, etc. Après, je pense vraiment, et c'est pour ça que j'insiste clairement dessus, que l'intégration au reste du monde francophone, c'est la condition ultime de la survie et de la pérennisation du fait français en Louisiane. Parce qu'en fait, paradoxalement, c'était vraiment en restant isolé que pendant très longtemps, cette langue et cette culture ont pu être préservées dans des milieux ruraux. Zachary rappelait hier que la découverte du pétrole n'est pas avant 1901. Donc avant, en fait, c'était vraiment cet isolement qui permettait cette préservation. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. C'est en s'ouvrant au reste de la francophonie qu'on peut espérer faire des liens et légitimer et pérenniser ce fait français. De rien. On va prendre une dernière intervention, mais on va pouvoir continuer à discuter autour du... Oui, complètement. Marilyn Gauvreau de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Pour avoir travaillé et participé au Congrès mondial acadien à l'Acadie des terres et forêts l'an dernier, j'ai vraiment eu l'occasion de constater à quel point cet événement-là est un lieu d'éducation populaire et de construction identitaire tellement efficace et qui réunit les trois espaces que nous étudions cette semaine à travers l'Université d'été, les espaces culturels, économiques et des savoirs. Et puis, là, je viens d'apprendre que vous avez un événement qui s'intitule le Grand Réveil acadien, qui se déroule en Louisiane. Oui, je suis vraiment intéressée d'y participer. Et puis alors, je me demandais quels étaient les impacts économiques de cet événement-là, parce que nous, au Congrès mondial acadien en 2014, il y a eu justement des structures qui ont été développées comme le comité des leaders, il y a eu des forums économiques. Ouais. En tout cas, il y a une continuité, il y a un leg que l'on peut constater sur notre territoire. Et je me demandais si vous, avec votre première édition en 2011, vous avez eu l'occasion de créer ce genre de lieu de développement économique en Louisiane. Alors après, c'est comme le Congrès mondial acadien, c'est-à-dire que la revendication d'une promotion économique est très claire et explicite, pas du tout cachée, mais les moyens sont moindres. Et donc voilà, comme je vous ai dit, le plus grand nombre de participants, c'était 1500 participants à Lafayette, c'est beaucoup plus au Congrès mondial acadien. Après, ça c'était la première édition, on espère en avoir plus en octobre prochain. Au niveau du capital économique en soi, ça a des retombées touristiques et économiques puisque les Acadiens viennent en Louisiane, les Louisianais eux-mêmes redécouvrent certaines célébrations traditionnelles ou vont dans certains restaurants, dans certaines places particulièrement francophones ou francophiles. Après, je pense que cette édition en fait, va être déterminante pour voir si ça marche et si c'est efficace et si on va pouvoir vraiment parler d'une alternative stable au Congrès mondial acadien. Puisque là, on va avoir la deuxième édition, donc je pense qu'il faudra me reposer cette question ou reposer cette question aux organisateurs après octobre pour connaître vraiment mieux les retombées économiques. D'accord, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.